Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. En ce samedi 28 juin 2025, Sud Radio, faut que ça change avec une soirée spéciale. Vous ne bougez surtout pas puisque la finale du Top 14 Toulouse-UBB vient juste après à 19h. Mais en attendant une édition spéciale de cette émission Faut que ça change, ça fait 9 mois qu'elle est en poste. Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre en charge de l'autonomie et du handicap, est mon invitée. Et on va parcourir toutes les questions qui la concernent et qui concernent son portefeuille, l'autonomie, le bien vieillir, son tour de France des solutions, et également l'emploi, l'accessibilité, son déplacement à l'ONU, enfin bon bref, vous avez compris, un tas de questions qui demandent des réponses. La ministre est juste après, avec moi ici sur Sud Radio, vous bougez pas, juste après cette courte pause. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Un samedi soir un peu spécial puisque la finale du Top 14 Toulouse, Union, Bordeaux-Bègles juste après à 19h. Mais une édition spéciale de Faut que ça change avec la ministre en charge de l'autonomie et des personnes en situation de handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté pardon, excusez-moi, notre invitation pour cette édition spéciale. On va revenir sur les 9 mois. 9 mois, c'est le temps que vous avez passé à ce poste. Vous avez d'abord fait le gouvernement de Michel Barnier, puis vous avez été renouvelée, reconduite à votre poste, à vos fonctions avec le nouveau gouvernement piloté par François Bayrou, et où vous avez essayé malgré tout de conserver une certaine colonne vertébrale sur les actions que vous avez portées jusque-là. On va en faire le bilan, on va retracer vos actions sur ces 9 mois. Mais d'abord, on est dans une période de vague de chaleur très conséquente. Vous avez en charge le dossier de l'autonomie, donc celui qui concerne nos aînés, les personnes âgées, les personnes fragiles. Vous allez aussi, là, à travers cet été, être très vigilante sur la question de la canicule. Quel est le plan canicule programmé en 2025 ? Alors, merci de mettre l'accent sur cette question parce qu'effectivement, on s'attend à un été caniculaire. C'est ce qu'a dit mon collègue Yannick Neuder, ministre de la Santé. Donc, on a évidemment un plan canicule qui permet de prévoir en fait toutes les procédures que doivent piloter les agences régionales de santé en lien avec les établissements sociaux, médico-sociaux qui s'occupent notamment des personnes âgées, mais de manière générale des personnes vulnérables, et aussi en lien avec les collectivités territoriales. Donc c'est rappeler en fait évidemment les bons gestes, c'est rappeler aussi les règles, le cadre un peu réglementaire, à partir de quand il faut être vigilant, etc. Mais je pense que ce qui est important, c'est aussi d'avoir quand même une logique de solidarité dans notre société, parce qu'évidemment, c'est le rôle des autorités de s'assurer que les procédures sont bien mises en œuvre pour pouvoir anticiper, protéger au mieux les personnes. Mais aussi s'assurer que ses proches sont bien en sécurité. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est important que chacun se pose la question de est-ce que mon voisin qui est âgé va bien ? Est-ce qu'il connaît bien les gestes de prévention, de précaution ? Et puis rappeler aussi ces gestes-là. Il y a les vagues de chaleur, mais il y a aussi les orages violents, les coupures de courant, les coupures d'eau qui peuvent être quand même non pas sans conséquences pour les personnes âgées ou par exemple les personnes vulnérables. Il n'y a pas qu'elles qui sont concernées par ce plan canicule. Si par exemple elles sont équipées de respirateurs et qu'elles sont électricité dépendantes. Oui. Tout ça, c'est prévu notamment dans les plans Orsec, et en lien avec le ministère de l'Intérieur. Donc, je crois que depuis le terrible épisode qu'il y a eu en 2003, il y a vraiment une prise de conscience qu'on ne pouvait pas laisser les choses se passer comme ça. Et on sait aujourd'hui qu'avec le changement climatique, on aura de plus en plus d'épisodes comme ça. Donc ça, c'est prévu. Mais au-delà, c'est pour ça que je redis le message, au-delà du rôle des autorités qui sont mobilisées, avec les préfets notamment, pour prendre en compte ces risques-là liés aux pertes d'électricité, prendre en compte l'éventualité de beaucoup d'hospitalisations. Tout ce qu'on peut prévenir, anticiper, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont chez elles, qui sont plus isolées. Donc là, les communes sont hyper mobilisées, elles ont bien les listes à jour des personnes concernées. Mais chacun, on doit faire attention à ses proches, à ses voisins.
s'assurer que... C'est une question de société aussi. On doit s'assurer, prendre soin les uns des autres, que toutes les Mais du coup, dispositions sont si prises. par exemple je veux qu'une personne fragile dans ma famille soit accompagnée et surveillée, de moi-même, je peux aussi la signaler peut-être? Oui, absolument. Déjà auprès de sa commune, s'assurer que le centre communal d'action sociale ou la mairie est bien informé. S'il y a un service d'aide à domicile, elle sera identifiée. Mais c'est peut-être regarder avec elle, un de vos proches, si chez elle, elle a bien toutes les conditions pour que son logement puisse rester au frais, pour qu'elle ait accès en permanence, évidemment, à de l'eau, des vivres, etc. Je crois que c'est ça, on doit prendre vraiment soin les uns des autres. Le 9 juillet prochain, vous lancez la conférence nationale pour l'autonomie. Quelles sont les actions concrètes qui doivent en découler et que vous attendez et comment vous allez les évaluer? Alors c'est ça qu'on va regarder justement avec l'ensemble des partenaires qui sont membres de cette conférence nationale de l'autonomie. C'est une conférence qui a été instaurée par la loi Bien vieillir, qui vise à rassembler tous les acteurs qui sont concernés par les enjeux liés à la prévention de la perte d'autonomie pour définir ce qui est utile comme action, ce qu'il faut faire. Et c'est vraiment tourné sur les actions de prévention. Pourquoi ? Parce que on sait qu'on a devant nous un mur démographique, on va avoir un très très fort vieillissement de la population. Pas tout de suite. C'est en 2030 quand tous les baby-boomers auront environ l'âge de 85 ans. Donc là, ça provoque un niveau de dépendance important. Donc, on doit faire de la prévention. Ça passe aussi par le service public de l'autonomie qui va se mettre en place, qui est en train de se déployer dans les départements, qui rassemble aussi les acteurs. On a un dispositif qui est issu de l'OMS et qu'on a expérimenté en France, qui s'appelle ICOP, qui est un dispositif aussi de ciblage des personnes concernées pour pouvoir faire un peu un autodiagnostic de où j'en suis dans mon autonomie et au vu de mon âge, au vu de ma situation de santé, etc. Qu'est-ce que je dois anticiper, comment je peux être vigilant et comment je peux être accompagné aussi pour avoir les bons gestes. On peut rappeler que faire du sport, de l'activité physique, de s'entretenir aussi intellectuellement, ce sont des éléments hyper importants, ainsi que la nutrition. Chez Sud Radio, on aime parler vrai, vous le savez, et on a voulu être un peu plus en démocratie directe. On a demandé aux auditrices et aux auditeurs qui avaient envie de vous poser directement des questions durant cette interview. On a reçu quand même un certain nombre de questions. Je vous propose de commencer avec la première question d'une auditrice justement qui a 77 ans et qui s'inquiète des équipements qui sont assez coûteux. Je vous propose qu'on l'écoute. Bonjour madame, je m'appelle Denise Rovis. J'ai 77 ans et un glaucome m'a rendu aveugle. Pour m'adapter à ma nouvelle situation, j'ai donc dû m'équiper de matériel parlant. Malheureusement, mon handicap n'ayant pas été reconnu par la MDPH avant l'âge de 60 ans, je n'ai pu bénéficier d'aucune aide financière. C'est bien dommage car c'est quand on est retraité avec des revenus moins élevés que l'on aurait besoin le plus de cette aide financière. Voilà, je vous remercie. Justement, c'est quand même une vraie question. On a plus de 60 ans, on n'est plus pris en charge par la MDPH. Comment fait-on ? On n'est plus pris en charge si on n'a pas eu la reconnaissance du handicap avant. Parce qu'effectivement, on bascule dans l'APA. L'APA, elle permet aussi d'avoir une aide justement pour accompagner sa perte d'autonomie, qui est évidemment un peu moins importante que l'aide dont on bénéficie lorsqu'on a eu une reconnaissance de son handicap au cours de sa vie. Maintenant, il y a différents dispositifs. Il faut se renseigner aussi auprès des CARSAT. Parfois, certaines mutuelles ou dispositifs de protection sociale apportent aussi des prises en charge de certains dispositifs. Donc moi, ce que je recommanderais à Denise dans sa situation, c'est de se rapprocher de son centre communal d'action sociale ou de sa mairie ou d'une assistante sociale pour pouvoir être bien accompagnée dans ces démarches. On a des outils qui sont des lieux de démonstration de certaines aides techniques et parfois des modalités de financement qui vont avec. C'est un petit peu à regarder. Donc là, il y a un par trou cas. dans la raquette quand même.
En tout cas, il y a une part de financement qui sont prévus, mais qui ne sont pas pour toutes les situations forcément, en tout cas pas au niveau de la MDPH. Donc ensuite, c'est d'autres dispositifs qui prennent le relais, comme je le disais, notamment les CARSAT qu'il faut aller voir. Bien. Après, les personnes âgées, les personnes vulnérables, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'enfance. En 2022, ont été mis en place des dispositifs que l'on appelle les prestations d'appui spécifiques dans la scolarité. Première question, qu'est-ce qu'il en est exactement de ces dispositifs que l'on appelle aussi les PASS? Il y a eu 5 territoires d'expérimentation et là, cette année, en 2025, sous votre gouverne, on passe à la généralisation de ce dispositif. Alors, ce que c'est les PASS, très concrètement, ce sont des moyens, des ressources humaines supplémentaires pour accompagner les enfants à l'école, les enfants avec des besoins particuliers. Ce qu'on sait, c'est que on a besoin, quand on identifie qu'un enseignant identifie des difficultés d'apprentissage pour un enfant, il faut qu'on puisse avoir une réponse très rapide, ne pas le laisser sans solution. Et bien souvent, on avait la démarche d'un côté de la MDPH, mais parfois qui peut avoir des délais assez longs de réponse. Pendant ce temps, il faut qu'on puisse très rapidement accompagner l'enfant. Et donc, ce que font les pôles d'appui à la scolarité, c'est qu'ils amènent un professionnel du médico-social, plus un professionnel de l'éducation nationale, qui sont à temps plein en binôme dans un territoire donné qui est assez restreint, dédié à, tout de suite, très vite, identifier quels sont les besoins a priori de l'enfant, quelles solutions on peut tout de suite mettre en place, qui vont aider aussi à orienter. Et dans les pôles d'appui à la scolarité, on a aussi des effectifs supplémentaires de professionnels du médico-social, de toutes sortes. Ça peut être des ergothérapeutes, des orthophonistes, ça peut être vraiment tout type de professionnels qui vont là aussi venir apporter des solutions. Et ça, c'est une énorme réussite et un énorme soulagement, d'abord pour les enfants, parce que ils sortent un peu du brouillard à ce moment-là. Ensuite pour les parents, bien évidemment, et aussi pour les enseignants. Ce qu'on veut avec Elisabeth Borne, c'est ne pas laisser les enfants et les enseignants sans réponse et sans solution. Donc on vient apporter ces moyens. On va énormément les accélérer à la prochaine rentrée. Donc il y avait une centaine en tout de pôles d'appui à la scolarité qui étaient testés sur 4 départements. Là, on va monter à la prochaine rentrée à 500 territoires, 500 pôles qui vont être déployés. Et notre objectif, c'est qu'en septembre 2026, là, ce serait vraiment tous les territoires qui seront accompagnés. Et concrètement, c'est aussi faire en sorte qu'à l'occasion, vous savez, on a une baisse du nombre d'enfants à l'école. Il y a moins d'enfants, parce qu'on a fait moins de bébés. Mais on a maintenu le nombre d'enseignants, ce qui va nous permettre aussi de rééquilibrer le nombre d'enfants par classe et de mieux accompagner les enfants. Et voilà, en complément des pôles d'appui à la scolarité, on va vraiment pouvoir accélérer, renforcer les moyens pour l'école inclusive. Et ça, moi, j'y tiens énormément, Elisabeth Borne aussi. Alors, autre question sur la jeunesse, celle de départ en vacances. On approche justement de l'été, des vacances scolaires. Ça touche aussi les personnes, les enfants en situation de handicap et les parents qui les accompagnent. On a une question d'une auditrice, Marjorie. Je vous propose qu'on l'écoute à ce sujet. Bonjour Madame la Ministre, je suis Marjorie et je suis maman aidante pour mon fils de 15 ans qui est en fauteuil roulant. Si je vous contacte, c'est parce que j'ai eu les plus grandes difficultés à trouver un centre de vacances inclusif pour cet été. Il faut s'y prendre 6 mois à l'avance. Les colonies de vacances sont plutôt imaginées pour accueillir des enfants avec des troubles mentaux, pas moteurs, même s'ils s'affichent accessibles. Et quand il y a de la place, soit ils ne peuvent pas recruter d'accompagnants formés, soit ils demandent un surcoût. Je pense ne pas être la seule parent aidante dans ce cas. C'est pourquoi je vous alerte pour que l'an prochain, tout se déroule comme tout le monde. Merci. Quelle solution alors pour une maman comme Marjorie ou d'autres parents ? Oui, je comprends très bien pour cette maman la difficulté de trouver une solution d'accueil pour son enfant. Et moi, je veux lui dire que c'est absolument indispensable qu'on développe des offres d'accueil pour les enfants, pour les ados.
quel que soit leur handicap. Donc c'est un accompagnement que nous devons faire main dans la main avec les collectivités qui organisent ces accueils de loisirs pendant les vacances. Et le fait est qu'elles existent en fait, ces offres. Ce qu'elle dit, cette maman en l'occurrence, c'est que, il n'y en a pas assez, mais surtout quand il faut le faire, on est obligé de s'y prendre 5 mois en avance, ce qui en fait, vous en conviendrez, quand vous, comme moi ou d'autres, vont prendre nos vacances, on peut s'y prendre peut-être 1 mois avant, 2 mois avant. Et je rappelle que l'accessibilité, ça n'est pas une option, c'est une obligation légale de la loi de 2005, donc il y a 20 ans, et qui doit s'appliquer. Et je rappelle aussi que le Premier ministre a rappelé cette obligation lors du dernier comité interministériel du handicap et a fait savoir qu'il ferait appliquer par les préfets des contrôles de cette accessibilité dans tous les lieux d'accueil du public, parce que c'est indispensable et c'est un droit. On doit pouvoir accueillir toutes les personnes en situation de handicap. Allez, on va parler emploi. Est-ce que vous êtes favorable à ce dispositif en place depuis 1987 d'appliquer 6% d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises, quand on sait qu'aujourd'hui, seulement 1/3 d'entre elles y parviennent? Oui, bien évidemment, je suis favorable. Et même si ça ne marche pas. Il est hors de question d'y renoncer. Alors, le taux d'activité, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap a beaucoup progressé. Le taux de chômage a diminué ces dernières années. C'est bien. Mais on ne doit pas se satisfaire de la situation. Moi, je n'arrête pas de rencontrer des jeunes, notamment en situation de handicap, qui veulent travailler, qui veulent montrer qu'ils ont des compétences et des savoir-faire. Donc, c'est d'abord un changement de perception et de regard vis-à-vis des que les employeurs doivent avoir. C'est un travail qu'on fait avec la ministre du Travail, de rencontrer aussi les organisations patronales, les fédérations d'employeurs, pour rappeler cette obligation et rappeler que les personnes en situation de handicap ont des droits et ont des compétences. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que là, on va rendre plus simple une mesure qui s'appelle l'emploi accompagné, c'est-à-dire des professionnels du médico-social qui vont venir accompagner des employeurs et des nouveaux salariés en situation de handicap dans une entreprise, pour aider à ces premières semaines, premiers mois d'ajustement. C'est un dispositif qui est super, mais qui fonctionne pas bien parce qu'on l'a fait de façon un petit peu complexe jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va simplifier l'accès par France Travail pour accélérer l'utilisation de ce dispositif. Et il y a une autre chose aussi qu'on va faire, c'est de supprimer la liste des ECAP, c'est-à-dire les emplois qui, a priori, portent des restrictions d'accès aux personnes en situation de handicap. Non, une personne, elle doit être évaluée par rapport au poste et par rapport à ses compétences et ses aptitudes, bien évidemment. Et pas par rapport à un préjugé. On va là-dessus. Moi, je veux qu'on ne lâche rien sur la question de l'emploi. Les employeurs, ils cherchent quoi? Ils cherchent des gens motivés, engagés et compétents. Eh bien, qu'ils regardent les personnes en situation de handicap, elles sont très motivées, engagées et compétentes. En décembre 2025, entrera en application le remboursement intégral des fauteuils roulants. Quels en seront les contours et puis aussi les restrictions? Tout ce qui est prescrit médicalement sera pris en charge. Et là, donc j'ai fait cette annonce le 14 février, si j'ai bonne mémoire. Et la mesure se met en place à partir du 1er décembre. Comme l'a souhaité le président de la République, on a vraiment fait en sorte de le mettre en œuvre le plus rapidement possible. Vous savez, ça demande vraiment une organisation énorme des prestataires, des fabricants, des professionnels de santé, etc. Et évidemment de la sécurité sociale, l'assurance maladie pour organiser cette prise en charge. Et nous y travaillons. Et d'ailleurs, je le fais en lien étroit avec les associations comme l'APF, l'AFM Téléthon, l'Association des paralysés de France, des paralysés cérébraux, parce que ce que je veux, c'est que vraiment, on se garantisse que tout ce qui est dans la réforme répond bien aux besoins, aux attentes des personnes en situation de handicap et qu'on puisse couvrir toutes les formes de handicap qui nécessitent un fauteuil roulant.
Vous avez voulu partir faire un tour de France, que vous avez appelé le Tour de France des solutions. Vous avez rencontré les Françaises et les Français. Vous y êtes aussi allé dans certains territoires avec des plans d'investissement, notamment sur les territoires outre-marins. Qu'est-ce que vous retirez de ces enseignements et de ces rencontres ? Alors, mon but... vous avez dit, ça fait 9 mois que je suis là. Mon but, c'est que... Oui, il est temps d'accoucher, du coup, sur quelque chose. Et c'est l'objectif début juillet, probablement autour du 10 juillet, de pouvoir présenter les mesures de simplification, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait... Comme les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. Oui, voilà. Ce que je veux, c'est que on puisse accélérer les délais de traitement des dossiers. Je veux dire un mot quand même pour les agents des MDPH qui eux-mêmes souhaitent pouvoir traiter plus facilement les dossiers. Ils ont aujourd'hui des outils et des procédures qui ne sont pas forcément très simples. Donc c'est tout ça qu'on doit faire évoluer. Et moi, j'ai voulu, pour qu'on puisse bien définir de quoi on a besoin et comment est-ce qu'on peut le faire, qu'on aille à la rencontre des personnes en situation de handicap et leurs proches, et des agents des MDPH et des associations partout dans les territoires nationaux, donc y compris les territoires ultramarins. Et tout ça nous a permis d'identifier beaucoup de solutions qu'on peut mettre en œuvre. Il y en a certaines qu'on pourra mettre en œuvre tout de suite, et moi je veux qu'on fasse le maximum de choses immédiatement. À mon micro, il y a de cela quelques semaines, je recevais Étienne Pau, qui est délégué interministériel aux troubles du neurodéveloppement, que vous connaissez bien. Il avait déclaré ceci, je vous laisse écouter. Alors je porte un regard qui, je crois, est sans concession sur les médecins qui ne respectent pas les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Je considère que c'est de la maltraitance organisée et que priver un enfant... C'est fort ce que vous dites. Hein. Bravo. Oui, et priver un enfant d'un repérage précoce, un enfant autiste sévère avec un trouble du développement intellectuel qu'on appelait avant déficient intellectuel, priver un enfant d'un repérage, d'un diagnostic précoce, d'un accompagnement par un orthophoniste, par un psychomotricien, par un ergothérapeute et faire appel à des pratiques qui ne sont pas recommandées, c'est inacceptable, c'est une perte de chance. Et ça, moi, mon rôle, et c'est ce que m'a demandé le président de la République, c'est de lutter contre cette perte de chance. Vous pensez, vous aussi, Charlotte Parmentier-Lecocq, que c'est de la maltraitance ? On a encore parfois des remontées de ce type-là sur le terrain. Je ne peux pas dire si c'est très prégnant. Mais il existe parfois des alertes et c'est les points de vigilance que surveille le délégué interministériel et moi aussi. Et l'objectif, c'est que on n'obère pas toutes les chances finalement pour un enfant d'accéder à une prise en charge la plus précoce possible. La maltraitance, ça va aussi avec les femmes. 23% qui sont en situation de handicap et en couple sont victimes de violences conjugales. 16% des femmes sont victimes en situation de handicap de viol. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, très rapidement, pour essayer de changer ça ? Alors, je veux rappeler le rôle important des centres Intimes Agir, qui font de la prévention et de l'information. Et nous menons un travail main dans la main avec Aurore Berger, la ministre en charge de l'égalité hommes-femmes, de prévention des violences faites aux femmes, qui notamment, et aussi avec le ministre de la Justice, avec Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, pour permettre... et le ministre de l'Intérieur, enfin, vous voyez, c'est un travail très, très interministériel pour qu'on puisse mieux prendre la parole des femmes en situation de handicap, que dans les commissariats, les gendarmeries soient formés les professionnels pour pouvoir notamment prendre en compte l'expression des femmes qui ont des difficultés d'expression orale. Donc, on utilise la communication alternative améliorée, par exemple. C'est une vigilance accrue. Moi, j'ai eu parfois des taux énormes, comme 90%, voire 100%, dans certaines études, de femmes en situation de handicap qui déclarent avoir déjà été victimes d'agression. Donc, c'est un cheval de bataille. Notre objectif, c'est de garantir la parole des femmes et c'est d'organiser aussi une vigilance, une prévention. Je veux rappeler les consultations d'hyginéco que nous déployons aussi, qui sont des consultations dédiées aux femmes en situation de handicap, qui permettent là aussi de les sensibiliser, de les informer sur ces risques et qui permettent de les détecter également.
Charlotte Parmentier-Lecocq, je rappelle que vous êtes ministre en charge de l'autonomie et du handicap. Je vous remercie. On avait encore des questions d'auditrices et d'auditeurs, mais malheureusement, le temps nous est compté puisque Toulouse, Union, Bordeaux-Bègles, c'est bien cette affiche de finale ce soir que nous vous proposons sur Sud Radio, juste après la pub. Très bonne soirée à vous. Merci à vous et aux auditeurs.